toujours parce que mes copines me recommandent un tel et un tel comme thérapeute, je vais voir une femme qui est, on me dit, masseuse énergétique, je crois. Voilà, masseuse énergétique. Moi, j'entends massage énergétique, je laisse de côté. Et cette dame me reçoit. Je m'assois, elle me regarde, elle me dit « Oh là, ça va pas du tout ». Ça me fait peur parce que je me dis « Comment ça va pas du tout ?» Elle me dit « Non, ça va pas du tout. Vous devez pratiquer la médiumnité et puis faire des soins thérapeutiques. » Et là, je me dis « Mais qu'est-ce qu'elle me raconte quoi ?» Elle me laissait 2 mois pour me positionner. Elle m'a dit « Si dans 2 mois, vous faites pas, vous allez avoir un cancer. » Merci d'être avec nous et bienvenue. Voici une nouvelle rencontre avec Célune. Oh, quel joli pseudo, j'imagine, évidemment. Célune Stella qui est installée sur les canapés. On va parler de médiumnité, on va parler d'astrologie, bien entendu. Puis on va surtout parler d'un parcours de vie parce que c'est ça qui nous intéresse véritablement. Célune, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci également. Vous êtes bien installée? Parfaitement. Bon. Je ne sais pas si la température parisienne vous convient si bien que ça. Vous qui venez des îles? C'est cela. De la Réunion? De la Réunion, exactement. Et vous êtes venu en métropole spécifiquement? Pas tout à fait, non. Mais presque. Bon, presque. En tout cas, bienvenue. Merci. Est-ce que parler de son parcours de vie, de votre histoire, est-ce que c'est chose facile ou pas? Sans problème. Sans problème. Il est très aléatoire, je dirais, mais en même temps, il a tout son sens. Donc, avec plaisir. Alors, une petite explication de texte quand même sur ce nom. Célune. Oui. Célune Stella. Exactement. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ça? Quand j'ai démarré officiellement mon activité de médium, je ne voulais pas m'afficher sous mon nom de famille classique. Donc, au début, je me suis appelée Céline Stella, parce que mon prénom normal, c'est Céline. Et Stella, c'était en relation avec les étoiles, parce que, comme vous le savez, je suis astrologue et que j'aime les étoiles, ça fait partie de moi. Et notamment une particulière, parce que je suis très rattachée à l'étoile de Sirius, en fait. Et donc, dans ma vision, voilà, Stella, c'était plus romantique que dire Céline Sirius ou Céline Étoile ou Star, encore moins. Enfin, moi, je me voyais pas avec ça. Donc, Céline Stella, c'est presque imposé à moi, naturellement. Et il y a quelques années, à un moment où je signais tout simplement des emails, et d'ailleurs, quand on a un clavier AZERTY, on peut s'apercevoir que le I et le U sont juste à côté. Et systématiquement, quand je tapais Céline, c'était le U qui se mettait, mais je faisais pas exprès. À maintes et maintes reprises, ça s'est imposé à moi. Et un jour, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, mais évidemment, en fait, puisque je suis très rattachée à la Lune. Et que Célune, pour moi, c'est imposé. Donc, du coup, c'est devenu Célune. Wow. Voilà. C'est une belle histoire. Merci. En tout cas, c'est écrit. Visiblement, on poussait pour que ça soit inscrit officiellement. Oui, je pense. Ouais. Voilà. Donc, Célune. C'est ça. Célune. On va parler de votre histoire, l'astrologie. Vous dites l'astrologie est, selon moi, un art majeur. Et il n'est pas considéré comme tel. Peut-être. Mais selon moi, ça l'est parce que de mon expérience, comme vous l'avez dit en introduction, je suis médium aussi, donc je fais différentes choses en lien avec cela. Quand je me suis mise à pratiquer vraiment l'astrologie, je me suis aperçue que elle regroupait en fait différentes parts de ce que je faisais à travers, par exemple, la voyance, par rapport aux annales akashiques, par rapport à la psychogénéalogie, à la numérologie. En fait, je me suis aperçue que on dit que tous les chemins mènent à Rome. D'une certaine manière, tous les chemins mènent à la même chose, et que l'astrologie, pour moi, les rassemble toutes. Donc, pour moi, vraiment, le principe de l'astrologie, c'est finalement de pouvoir aborder l'ensemble de ces thèmes-là à travers le thème natal. Notamment. Mais alors, ce qui est intéressant, parce que l'astrologie, c'est aussi souvent décrié, c'est aussi, il y a une petite connotation toujours un petit peu péjorative, on se dit, oh là là, l'astrologie, moi j'y crois pas, sauf quand on est dans un cabinet de dentiste ou de médecin, on regarde la dernière page avec l'astrologie, avec l'horoscope, et on fait souvent l'amalgame, hein, astrologie, horoscope, on relie les deux, mais c'est un raccourci qui est un peu facile. Mais vous parlez d'art. Tout à fait, vraiment. Alors,
j'aime bien votre votre analogie sur le fait que l'astrologie soit décriée. En tant que médium, sachez que vraiment, je crois que la chasse aux sorcières est pas terminée. Oui, Donc, oui, non, mais ça, c'est sûr. j'ai pas vraiment ressenti par rapport à l'astrologie plus d'animosité que ce que je suis en tant que médium. Ouais. Je dirais même sûrement moins, parce que beaucoup qualifient ça de science. Alors, je suis aussi d'accord sur la notion de science d'ailleurs, mais moi, je trouve que c'est un art majeur parce que dans mon exercice, encore une fois, je trouve qu'il y a vraiment une corrélation avec un ensemble de techniques, et puis on parle d'alchimie, on parle d'occultisme, on parle de Ouais. choses comme ça, qui sont reliées et qui finalement composent aussi cet ensemble-là. Donc, j'ai pas ressenti plus d'animosité envers l'astrologie que la médiumnité, pour être honnête. J'en ai ressenti de certains astrologues par rapport au fait que je sois médium, oui. Mmh. Ça, c'est encore autre chose. Mais par rapport aux horoscopes, puisque vous énoncez ce thème-là, par exemple, moi, l'horoscope a été, quand j'étais toute jeune, le tout premier pas vers l'astrologie, parce que je lisais mon horoscope Comme tout le justement monde. en fin des Eh magazines. oui. Mais dans mon point de vue, finalement, c'est comme quand vous allez dans un restaurant, vous avez des mises en bouche. Et les mises en bouche, si elles sont bonnes, ça vous donne envie de continuer à comprendre et à connaître ce que le chef va vous proposer. Ça vous met justement dans un état qu'est-ce qu'il me réserve par la suite, en fait. Donc, pour moi, l'horoscope, c'est justement peut-être une mise en bouche de l'astrologie. Ça ne la définit pas, parce que vous pouvez pas juger un chef sur ses petites mises en bouche de départ. Mais par contre, ça peut égayer vos papilles et puis vous dire « Ah tiens, ça c'était bon, ça. Donc, j'imagine que la suite va être encore aussi bien. » Quel signe vous êtes? Je suis bélier, Ascendant? cancer. Cancer. D'accord. Et donc, ça fait bon ménage? Sur le papier, non. D'accord. Pas vraiment, parce que bélier, c'est un signe de feu, le Ouais. cancer, c'est un signe d'eau. Ouais. Donc, on est à la fois dans une énergie et une émotion, mais je trouve qu'il y a une cohérence par rapport notamment à la lune, parce que la lune est le maître du cancer, donc forcément, l'aspect émotionnel, etc., est tout à fait en lien avec ce que je suis. Mmh. Et finalement, je trouve que ça a une cohérence par rapport à moi. En tout cas, je le vis bien. Bon, alors, tant mieux. On va voir votre parcours de vie, parce que c'est ça qui est aussi très intéressant, au-delà de votre expertise, évidemment, et de ce que vous êtes aujourd'hui. Est-ce que il vous arrive, et je vous invite vraiment à rester avec nous pour écouter le parcours de ces lunes, parce que c'est assez incroyable. Est-ce qu'il vous arrive de réfléchir, de regarder un petit peu, on dit dans le rétro, de faire un petit flashback de là où vous venez et ce que vous êtes aujourd'hui? Oui, bien sûr. Alors, j'ai l'habitude de dire que j'ai eu plusieurs vies dans ma vie. Mais oui. J'ai vraiment le sentiment de ça. J'ai eu des étapes, qui est cohérent. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vivent ça aussi. Et je pense qu'il est tout à fait cohérent par rapport à ce que je suis aujourd'hui. Enfin, moi, j'ai l'habitude de le présenter comme ça. Donc, vous voulez que je commence d'où? Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que quand vous venez de la finance, oui. Vous avez fait des études de finance, oui. plutôt à haut niveau, oui. si je puis dire. Oui. Et puis, il y a des choses dans votre vie, des rencontres qui ont ponctué votre vie et qui ont transformé véritablement votre vie. Ah oui, tout à fait. Alors, on va revenir sur la période de la finance, évidemment, des déclencheurs, de tout ce qui est arrivé sur votre parcours. Mais la petite Céline, et Céline, évidemment, que vous êtes, à l'époque, oui. déjà, elle s'intéresse. Il y a une voûte céleste, les étoiles ont une signification dès toute petite. Exactement. Alors, il y a deux choses par rapport à mon enfance. Il y a le fait que donc je suis médium depuis mon enfance. Enfin, en tout cas, les tout premiers, les premiers souvenirs que j'en ai, c'est autour de 2 ans et demi à peu près, où j'ai un souvenir très clair dans la cuisine où je vois ma mère faire la vaisselle et puis moi j'ai en fait mon nounours qui marche à côté de moi, ce qui peut sembler très étrange, mais pour moi c'est tout à fait normal. Et quand ma mère se retourne, le nounours tombe et en fait bon, clairement il y avait une entité avec le nounours, mais c'était tout à fait ok pour moi. Seulement le problème c'est que j'ai 2 parents hyper cartésiens, une mère infirmière, un père banquier, et qui ne sont pas du tout ouverts à tout ça. Mmh. Donc quand je parle de ce que je vois, on me dit non, ça n'existe pas, etc. Donc je me fais rabrouer à plusieurs reprises jusqu'au jour où je commence à prendre conscience qu'on s'inquiète un peu de mes manifestations.
et que on commence à, enfin moi je comprends à comprendre que on risque de me prendre pour une folle. Et puis c'est un peu comme ça que je le vis aussi, parce que je me dis finalement si personne voit ce que moi je vois, est-ce que je suis normale? Donc ça m'inquiète et j'arrête d'en parler autour de 5 ans. À partir de mes 5 ans, je dis plus rien, mais je continue à le vivre et du coup à mal le vivre parce que ça fait, enfin voilà, ça fait écho avec des peurs que je ne comprends pas de voir ces choses que les autres ne voient pas. Quelque chose de beaucoup plus joyeux et bénéfique pour moi, c'est justement la connexion aux étoiles et à la Lune en parallèle. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai commencé à faire très petite aussi dans le jardin de ma grand-mère. Je me souviens des soirs d'été, elle avait un matelas qu'on mettait dans le jardin et je m'allongeais des heures à regarder les étoiles, à regarder la Lune. Et c'est pour ça, je pense, que j'ai vraiment cette connexion aux étoiles et à la Lune, parce que en tant qu'astrologue, et comme son nom le définit, pour moi, je suis une traductrice des astres, en fait, puisque le logos, c'est le discours ou la traduction ou le langage. Et je pense que vraiment, avant d'être astrologue, ce qui me passionnait, c'était tout simplement les astres, et c'était le ciel étoilé. Et même aujourd'hui encore, alors j'ai cette chance de vivre, comme vous l'avez dit, à La Réunion. Le soir, je regarde tous les soirs, sauf s'il y a des nuages malheureusement, mais c'est quasiment quand même très très régulièrement. J'ai le plaisir et la chance de m'aligner sous les étoiles et de regarder tous les soirs les étoiles et d'avoir un dialogue intérieur avec eux. Donc c'est quelque chose que j'entretiens depuis toujours. Et de ce fait, c'est ça qui m'a amené à l'astrologie. Moi, c'est pas l'astrologie qui m'amène à parler des planètes et des astres. Décrivez-nous la notion de cet échange, cette discussion que vous avez avec les astres. Vous dites vous avez un dialogue avec ces étoiles. Ça parlera ou pas, hein, mais moi j'ai toujours considéré la Lune comme ma mère. J'ai toujours vraiment considéré que la Lune était ma mère. Et intérieurement, alors bon, j'ai des relations un peu complexes avec mes parents. Du coup, j'y ai trouvé un réconfort. Et vraiment, j'ai un dialogue intérieur avec la Lune, avec d'autres étoiles, avec les constellations aussi, parce que il y a des constellations comme les Pléiades, par exemple, qui me parlent. Évidemment, la constellation d'Orion, parce que j'ai un autre volet où je suis très rattachée à l'Égypte aussi. Et donc, fameusement, Sirius, qui est aussi proche, parce que c'est en lien aussi avec cette constellation-là. J'ai ce sentiment que les étoiles sont mes sœurs. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Alors voilà, c'est pas, en plus c'est pas un truc barré pour moi, c'est pas un truc fou. Mais il y a des moments où quand je me sens pas bien, quand je regarde le ciel, déjà ça me rend, à chaque fois ça me remet à ma place. Je trouve que ça rend humble de regarder le ciel. Ça, on se dit mais je suis rien dans cet univers-là. Ça pour le coup tout le monde peut le ressentir. Voilà, et je trouve que quelque part il y a quelque chose de se dire, en fait, ce que tu vis, si c'est triste, si c'est pas bien, ben, en même temps, c'est pas très grave. Tu vois, tu fais partie de cette immensité. Donc, remets ça à la mesure de ce que tu es aussi. Et puis, voilà, tu reviens un peu sur Terre, justement. C'est cette vision-là. Mais de là à dire, je considère ou je ressens la Lune comme ma mère. Mais c'est réel. C'est incroyable, ça. Bah, c'est vraiment le sentiment que j'ai. Donc c'est pour ça que c'est amusant que Céline soit devenue Céline, parce que clairement, avec cet ascendant Cancer, avec ce Céline aussi qui se met là-dedans, il y a quelque chose d'évident sur la Lune. Ça veut dire que depuis toute petite, vous avez à chaque fois que vous avez un petit coup de blues, un petit coup de mou, quelque chose, vous cherchez le réconfort au travers de ces étoiles et ces planètes. Clairement, clairement. Moi, en fait, quand j'ai voyagé de par le monde, il y a quelque chose qui me rassure, pas de me dire. Oh, mais c'est constant, en fait, je les ai toujours au-dessus de la tête. Et du coup, bon, les constellations sont pas forcément les mêmes selon que vous voyagez d'un endroit à un autre, mais n'empêche, elles bougent. Enfin, en tout cas, la Terre bouge, donc forcément, les constellations défilent aussi. Et de reconnaître certaines étoiles au-dessus de ma tête, que je sois en métropole, que je sois à La Réunion, que je sois ailleurs, c'est comme si je voyais des amis ou quelqu'un qui est proche de moi et je me dis, ouais, t'es là, quoi. Donc, vous avez juste à lever la tête. D'une certaine manière, c'est ça. Et du coup, ça me rassure. Je sais pas comment expliquer ça. C'est vraiment, ça me rassure. Je me sens finalement accompagnée partout. Alors, dans votre parcours de vie, avant d'en arriver à la finance, il y a quand même un cap à l'âge de 10 ans. Vous évoquez dans la préparation de l'émission, vous dites que à l'âge de 10 ans, et notamment au travers de votre médiumnité, tout s'arrête. Volontairement ?
je pense que je vivais tellement mal ce côté, pour moi, folie, parce que je le vivais comme ça, en fait. Je croyais que j'étais folle. Je me prenais, je comprenais pas que personne d'autre que moi voyait Ah oui. ce que je voyais. Mes parents, encore une fois, je leur en parlais plus du tout, puisque j'avais vraiment peur de finir à l'asile, suite à certaines expériences que j'avais eues. Donc, je pense que je vivais tellement mal mes ressentis que l'univers a bien fait les choses et a stoppé, en fait, a stoppé ma clairvoyance, mais pas ma clairaudience. Par contre, moi, j'ai cru que tout était stoppé définitivement. Enfin, je me suis dit: «Ouais, génial, j'ai C'est plus fini. rien, je suis normale». Ouais, En fait, ouais. moi, j'ai compris ça comme ça. Je me suis dit: «Oh, normal, je suis à nouveau normale, Ouais, ouf». ouais. Sauf que j'ai pris conscience de ça il y a que quelques années, en fait. J'avais toujours des débats intérieurs où je me disais: «Mais comment je peux avoir ces idées-là, en fait?» Or, maintenant, je sais que je discutais avec mes guides, enfin, je sais qu'il y avait ce que j'appelais moi un dialogue intérieur qui n'était pas du tout que le mien, mais je me disais: «Mais comment je peux avoir ces idées-là? Mais c'est pas possible». En fait, j'avais des idées tellement contraires à mes propres idées et je faisais, vraiment un grand débat avec moi-même. Je me dis: «Mais comment c'est possible que j'ai ces idées-là?» Or, ça m'a accompagnée, ça m'a quand même guidée malgré tout, parce que pendant donc de mes 10 ans jusqu'à mes 26 ans, j'ai eu ce blackout de clairvoyance. Vous parlez du blackout clairvoyance jusqu'à en devenir cartésienne. Ah très, oui, bah, forcément, puisque je suis partie moi aussi dans la finance comme papa, donc il y a cette notion-là. Oui, bien sûr. Ouais, moi j'étais très heureuse d'être cartésienne. J'ai eu un début de un début de carrière De et vie, de de vie carrière, ouais, bien très, sûr. très cartésienne, avec Incroyable. des ambitions très cartésiennes et très matérialistes également. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est hyper cohérent pour moi, parce que je suis heureuse d'être passée par ça, en fait. Par ce côté matérialisme, par ce côté La connexion à matière, vous aviez l'argent. besoin, oui, 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 parce que elle est toucher logique, en ça. fait. Elle est logique parce que, de mon point de vue, un bon médium ou même un bon astrologue, peu importe, c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Ça a toujours été ma définition. Donc ça veut dire que on a besoin d'être connecté à notre incarnation, à ce que l'on est, à qui l'on est, en fait, sur cette terre, à ce que l'on représente, même si on ne se prend pas au jeu de croire qu'on est complètement ça, mais on est quand même dans cette notion d'être incarné. Donc, nécessité de bien être ancré aussi. Et parallèlement à ça, c'est la notion d'être connecté à plus grand que soi, à d'autres choses. Et pour moi, grâce à ce que j'ai pu traverser dans la finance, bien que finalement, quand je regarde dans le rétroviseur, comme vous dites, je m'aperçois que le fil conducteur restait quand même assez identique, puisque c'était quand même d'être là pour les autres, d'aider les autres. J'ai toujours eu ça à cœur finalement, sous un autre format. Et on en reparlera peut-être quand j'ai eu le switch, à mes 40 ans, mais ou un peu avant. Mais toujours est-il que c'est ça qui m'animait. Et donc, le faire à travers le fait d'aider des gens, par exemple, à obtenir leurs prêts ou à réaliser leurs projets. Cette notion d'accompagnement, elle était pour moi, ou voire de les aider dans des situations qui étaient plus complexes, ça me semblait cohérent et logique. Voilà. Et jusqu'à vos 26 ans, qui est aussi encore un âge charnière pour vous, tout ce qui était lune, astre, c'était passé... Alors, j'admirais toujours le ciel, j'admirais toujours, ça c'était toujours, ça a toujours été là. Toujours votre lune mère. Ouais. Après, c'est vrai que ça fait partie pour moi de mon environnement. Il y a deux choses que j'adore regarder, c'est le ciel et la mer. Moi, alors j'ai cette chance d'habiter au bord de la mer, Évidemment. donc je vois le ciel et la mer. Donc c'est deux choses qui peuvent me fasciner pendant des heures. Moi, vous pouvez m'asseoir sur un bord de plage et je peux regarder la mer des heures et des heures. Parce que c'est un spectacle toujours renouvelé, et pour moi, les étoiles et la mer, c'est la même chose. Et donc ça a toujours été là. Mais j'ai oublié votre question. Non, la question c'était de savoir si effectivement, pendant ce laps de temps où vous devenez très cartésienne, vous avez toujours effectivement ce ressenti avec cette lune et avec les astres et les planètes. Exactement. Par contre, tout ce qui parle de médiumnité me fait peur. Je veux pas en entendre parler. Tout ce qui est... c'est amusant parce que sur mon chemin, l'univers a quand même semé des petits cailloux. Alors, 22 ans. 22 ans, vous êtes à la banque. C'est ça. Il y a une personne qui vient, qui est une cliente, avec laquelle vous sympathisez. C'est ça. Et qui, visiblement, fait des thèmes astro. C'est ça. Elle est astrologue. Elle est astrologue. Exactement. Et elle va vous faire votre thème. C'est ça. Et sauf que quand elle vous fait le thème, elle revient et vous dit...
ça va pas être possible. Elle me dit, mais qu'est-ce que vous faites à la banque? Qu'est-ce que vous faites à la banque? Et moi, j'ai pas compris. Sur le coup, je me suis dit, je lui ai dit, mais madame, je gagne ma vie. Et en effet, elle m'a fait des yeux tellement ronds. Et puis, il y a deux choses avec cette femme qui a été un déclencheur, justement, par rapport à ma vocation d'astrologue. Elle me donne mon thème, donc vraiment très, très étonnée de me retrouver à la banque, parce qu'elle me dit qu'en effet, j'ai pas à y faire grand-chose selon elle. Et c'est ensuite qu'elle me fait mon thème sur toute l'année qui suit. Donc, comme à l'époque, je croyais rien de particulier, et puis que la connaissance de l'astrologie se limitait justement à mon horoscope que je lisais de temps en temps. Quand elle m'a remis ça et que mois par mois, tout ce qu'elle m'a donné sur un an s'est réalisé, j'ai été très interloquée, pour être honnête. Oui. Je me suis dit, waouh, comment elle peut savoir tout ça? Comment ça se fait? Enfin, voilà. Donc, ça m'a laissée dubitative, interrogative, et voilà. Et du coup, ça a été le déclencheur pour moi de comprendre, en fait, derrière. Et après, ça m'a... Et donc, de vous former ensuite? Alors, la formation est arrivée un peu après, mais c'est surtout au départ, j'ai commencé à bouquiner, à lire, à comprendre, à chercher à comprendre comment on pouvait, à travers... C'est vrai que quand on regarde un thème astral, ça fait très mathématique. Et alors moi, à la base, je suis littéraire, donc les maths, c'est pas vraiment mon truc, bien que quand même, je suis partie en finance avec des notions de chiffres aussi. Mais quand on regardait ça, je trouvais ça très difficile à lire. Et je me disais, mais comment elle peut avoir toutes ces informations finalement? Mais finalement, je comprends aujourd'hui maintenant. Est-ce que là, tout se réactive? Et je pense notamment à votre médiumnité avec l'astrologie. À partir de ce moment-là, c'est un peu plus tard. Tout se remet en... La médiumnité, c'est un peu plus tard. C'est c'est à mes 26 ans, en fait. C'est quand la naissance de votre fils? Premier fils, voilà. Ça, c'est vraiment, j'ai accouché de moi en même temps que mon fils. C'est un truc de fou. Ma médiumnité est arrivée, mais instantanément, après le passage de mon fils. Donc, ça a été assez incroyable. Alors, il faudrait décrire ça, parce que vous accouchez de votre premier fils, et vous dites, ma médiumnité revient à ce moment-là. De quelle manière? Comment? Instantanément, j'ai à nouveau des perceptions, des ressentis, des visions, des choses comme ça. Et alors, comme les chats font pas les chiens, votre fils aussi. Mon fils, dès qu'il commence à pouvoir parler, lui aussi commence à me dire qu'il voit des choses. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, j'avais fait un blackout de mon enfance, et notamment sur cette partie de la médiumnité, et qu'à travers lui, j'ai retrouvé en fait des souvenirs, des sensations de ma propre médiumnité dans mon enfance. C'est marrant parce que ça m'a révélé à moi, et le deuxième, comme ils ont que 15 mois d'écart, a fini le travail du premier. Donc, il a enchaîné sur la fin. Là, on a envie de se dire quand même, vous avez compris ou vous n'avez pas compris le message? Ah oui, voilà, à partir de ce moment-là, je l'ai compris. L'avantage, c'est que j'étais adulte et que du coup, j'avais une autre appréhension des choses. Que même si la médiumnité me faisait peur quand j'étais enfant, j'étais vraiment flippée. Enfin, d'ailleurs, c'est marrant quand j'y repense, parce que j'avais une maison, par exemple, qui était sur mon trajet. Chaque fois qu'on passait devant, je refusais de la regarder. Je sais que maintenant, étant adulte, je sais que cette baraque, il y avait eu des trucs vraiment, vraiment difficiles, notamment durant la dernière guerre. C'est pour ça que je suis incapable de la regarder. Et pourtant, voilà, ça, c'est des choses, vous voyez, je devais avoir 13-14 ans, donc j'étais déjà dans cette fameuse période de blackout, et pourtant, il y avait des trucs, je pouvais pas, voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, la notion d'intuition, elle a toujours été présente, mais c'est la clairvoyance que je n'avais plus. Or, la clairvoyance, elle s'est remanifestée à partir du moment où j'ai accouché de mes enfants. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Rien de particulier. Pour être honnête, j'avais pas. Alors mes parents ne croient toujours à rien de tout cela. Même encore. Ah oui, même encore. Ah non, ils sont complètement obtus là-dessus. Pourtant, ils ont quand même. Maintenant ils sont âgés. Donc, oui, mais je veux dire, ils ont quand même. Ils suivent votre parcours de vie. Ils doivent quand même savoir que ce que vous faites est non. Bon, on n'est pas obligé de rentrer dans le détail. Non, ça a été la révolte, je vais le dire parce que c'est pas grave. J'ai eu une fin de non-recevoir à partir du moment où je me suis officialisée médium. J'ai eu un mail où on m'a dit, puisque tu es officiellement médium et que tu as décidé, si je reprends les termes de mon père, d'arnaquer les petites vieilles, pour être clair, on ne veut plus te voir. Donc, donc vous avez un rejet de la famille. Exactement. Waouh. Oui.
Mais c'est OK, en fait. Hein, Ce bon. qui explique le fait que vous soyez parti dans les îles ensuite? Non, c'est après, okay. c'est après. Les îles, c'est après. Mais bon, de toute manière, ça a été un parcours assez chaotique. Mais violent. Violent, certes. C'était violent. Ça, c'était en 2016 que j'ai reçu ce mail. Ouais. Vous savez que sur cette chaîne, on parle souvent du pardon. On parle souvent de ces choses-là, de l'acceptation, du pardon, de la tolérance. Alors, moi, je trouve que c'est totalement cohérent. Bon, faut être honnête, on n'a pas eu un parcours très linéaire, mes parents et moi. C'est un peu chaotique entre nous. Donc, il y a eu beaucoup d'allers-retours de ma part, de leur part, entre nous. Donc, c'est pas non plus une surprise, si vous voulez. Voilà, je pense que c'était un peu le coup fatal. Oui, c'est la goutte qui a fait déborder le vase, quoi. Mais pour différentes raisons, quand je vois mon thème, quand je connais aussi les raisons psychogénéalogiques des moutons noirs, de ceux qui doivent quelque part transformer des choses par rapport à la famille, j'ai cette configuration-là. Et puis je me dis que j'aurais pas pu être celle que je suis si ça s'était pas passé comme ça. Parce qu'aujourd'hui, je me dis que si j'avais attendu l'accord de mes parents, donc hyper cartésiens, que tout soit bien passé, je suis pas sûre que je me serais affichée, en fait. Et donc, je pense qu'il y a un moment, il fallait une scission. Et donc, cette scission, elle a eu lieu. Voilà, c'est OK avec ça. Maintenant, je reparle à ma mère. Mon père, je pense que c'est définitivement terminé, mais c'est OK. Moi, je suis pas je suis pas en colère et pour moi, tout a un sens par rapport à ça. Donc, il est normal et logique que ça se soit passé ainsi. Alors, quand vous en arrivez à créer une entreprise de courtage en crédit pour une clientèle internationale, donc on sent bien que la finance est omniprésente dans votre vie, on sent bien que dans votre parcours, c'est jonché de gens qui viennent vous dire « faut changer d'orientation parce que ce n'est pas ça ta vie ». Le switch, évidemment, il y a la naissance de vos enfants, la médiumnité qui revient, des clients qui vous font des thèmes astro et qui vous disent « effectivement, ça n'est pas la bonne orientation professionnelle ». À quel moment on se dit « Allez, j'officialise et je fais les choses convenablement ». Ça s'est passé sur le tard parce que, comme vous le dites, quand j'ai créé ma société de courtage en crédit, alors il faut savoir que au sein de la banque, si je la fais rapide, j'ai évolué de conseiller de clientèle. Après, je suis devenue comment dire, j'ai créé toute une cellule au moment où, en 2004, il y avait beaucoup d'arrivées de low cost, notamment d'Angleterre, d'une cellule spécialisée pour la clientèle anglophone. Et donc, j'animais 5 départements au sein d'une banque pour faire ça. Ils l'ont su, la banque, que vous aviez cette tendance médium, astro et tout? Non, pas du tout. Absolument pas. Non. Puis, j'affichais rien du tout. Moi, quand j'ai su que j'étais à nouveau médium, que j'avais ça, c'est resté entre mon mari, mes enfants, c'est tout. Hein. Ouais, ça. Et quelques amis, encore très, très peu, parce que voilà, j'avais toujours cet intérêt malgré tout. Donc, il y avait 2-3 amis avec qui on échangeait des bonnes adresses, mais c'est tout. Hein. J'officialisais rien, je disais rien. J'avais aucune intention d'en faire quoi que ce soit dans ma vie un jour. Enfin, vraiment, c'était voilà, ça restait pour moi dans un tout petit cercle et puis basta, quoi. Il y avait pas de but là-dedans pour moi du tout. Jusqu'au jour où? Alors, jusqu'au jour où donc j'anime cette fameuse cellule spéciale anglophone qui en fait, on m'en demande beaucoup au sein de la banque, mais on met très peu de moyens en face. Donc, à un moment donné, je m'aperçois qu'en fait, on n'est pas du tout à la hauteur de ce que l'on promet à cette clientèle. Et du coup, je décide de démissionner, de créer ma propre société de courtage, justement, parce que c'était un moment où il y avait beaucoup d'acquisitions par les Anglais en France. Et donc, je mets ça en place en 2004. Et puis, ça prend de l'ampleur très rapidement parce que j'avais, par chance, le réseau que j'ai gardé de la banque. Donc, ça prend beaucoup d'ampleur. Et puis, alors, il y a quand même 2008 qui me fait du mal parce qu'avec la crise des subprimes, là, ça a été quand même très complexe, pour être honnête. Un moment pas simple à vivre, justement. Et quand enfin, je sors de cette crise et je remonte la pente, où enfin, je commence à revoir le jour et arriver exactement, j'ai toujours cette image qui est, j'arrive au péage de l'autoroute. Vous voyez, au moment où la barrière va se lever, vous savez que là, vous allez rouler au régulateur et là, ça va se marcher parce que j'avais tout ce que je voulais. J'avais les partenaires que je voulais. Mais vraiment, j'étais au top. À ce moment-là, toujours parce que mes copines me recommandent un tel et un tel comme thérapeute, je vais voir une femme qui est, on me dit,
masseuse énergétique, je crois. Voilà, masseuse énergétique. Moi, j'entends massage énergétique, je le laisse de côté. Et cette dame me reçoit, je m'assois, elle me regarde, elle me dit « Oh là, ça va pas du tout ». Ça me fait peur parce que je me dis « Comment ça va pas du tout ?» Elle me dit « Non, ça va pas du tout. Vous devez pratiquer la médiumnité et puis faire des soins thérapeutiques. » Et là, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle me raconte, quoi? Moi, j'étais à l'entrée de mon autoroute, j'avais pas du tout envie d'aller dans la médiumnité ou autre chose. Elle me dit, le problème, alors je sais que beaucoup disent, ah là là, mais c'est touchy, mais moi, je sais que ça a été très juste pour moi. Au moment où elle me dit ça, elle me dit, mais si vous l'entendez pas, dans 2 mois, vous aurez un cancer. Et incroyable. Ouais. Et je sais que beaucoup disent, oh là, même moi, hein, je parle jamais comme ça. Je dis jamais des choses comme ça. Enfin, je parle ni de mort, ni de maladie grave dans tous les cas. Mais pour moi, ça a eu du sens parce que quand elle l'a dit, j'ai eu, je vous assure, l'impression qu'une boîte de Pandore s'ouvrait et qu'elle disait, c'est comme si je m'étais voilée la face pendant des années. C'est d'ailleurs le cas, je pense, mais que le rideau tombait. Et je me disais, purée, elle a raison. Et en même temps, j'avais pas du tout envie d'entendre ça, parce que moi, je voulais pas faire ça. Enfin, j'avais jamais eu l'idée même de faire, d'aller travailler dans la médiumnité et les soins énergétiques. Alors certains qui regardent là en ce moment doivent se dire, mais effectivement, c'est très touchy de dire. C'est très touchy, mais ça a eu du sens. Mais c'est un électrochoc quasiment. C'est l'électrochoc qui a fait que tout a changé dans ma vie, parce que quand elle l'a dit, je vous promets que c'était 100% de mes cellules qui résonnaient en disant « Elle a raison, tu le sais, elle a raison ». Et à ce point que d'ailleurs j'avais connu une médium particulièrement qui avait eu 2 cancers parce qu'elle avait refusé sa médiumnité et que tant qu'elle n'était pas allée sur son chemin, elle avait dû affronter des chimiothérapies, des choses comme ça. Donc, notamment par son expérience, je savais que quand on refusait son chemin, la vie nous ramène à des choses plus concrètes pour nous ramener dessus. Elle, d'ailleurs, la fameuse personne qui m'a fait ça, pareil, n'avait pas accepté son chemin. Elle a quand même été 6 mois alitée pour des problèmes de dos parce qu'elle refusait d'y aller. Donc, j'ai eu des exemples avant moi qui me justifiaient justement que quand on veut pas y aller, la vie va se charger de vous y amener. Est-ce que vous aviez des problèmes de santé? Aucun. Non, tout allait très bien. Mais quand elle l'a dit, j'ai su que c'était vrai. Et moi, à l'époque, les enfants étaient adolescents. Et là, je me suis dit, elle me laissait 2 mois pour me positionner. Elle m'a dit, si dans 2 mois, vous le faites pas, vous allez avoir un cancer. Et je me suis dit, mais je veux voir mes enfants grandir, en fait. Je suis sortie de là en pleurs, en colère, en pleurs. Je me suis dit, mais c'est pas du tout ça que je venais chercher. Moi, je venais chercher un massage à la base. La séance de relaxation avec le massage. Ah oui, non, c'était raté. Violence. C'était raté. C'était archi violent, archi raté. Mais, comme j'étais donc toujours en discussion avec mes guides, à la sortie de ça, j'ai lancé un défi à mes guides. Je leur ai dit, écoutez, si elle a raison, parce que je reste quand même pragmatique. Hein. On peut me dire des choses, mais il y a quand même, si ça résonne pas, ou si là, c'était quand même un changement de vie tellement important que je me suis dit, c'est énorme. J'ai balancé à mes guides, si c'est vrai, montrez-moi comment je dois faire. En une semaine, on m'avait montré tout, les gens, les chemins, tout. J'avais la voie tracée, la voie royale. C'était tellement flagrant et énorme que là, je pouvais pas me dire non, c'est pas vrai. Donc tout était sur mon chemin. Et au bout d'un mois, j'ai validé. J'ai dit ok, allez, j'accepte d'y aller. Donc vous plaquez la société que vous aviez montée? Non. Parfois de la guêpe. Encore une fois, j'y suis. Alors, bien sûr. Mais je vais vous dire comment je l'ai plaqué. Enfin, elle m'a plaqué plutôt. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que donc j'accepte d'aller sur ce chemin. Donc je commence à créer une société, à réfléchir comment faire les choses parce que moi je partais de ma propre pratique chez moi dans mon petit coin à rien. Et là, on parle de médiumnité ou d'astrologie? Médiumnité d'abord, parce que l'astrologie, dans ma pratique de l'astrologie, je l'ai mis plus tard en fait dans ce que je proposais, mais à l'époque c'est la médiumnité. Donc je valide ça, mais je pars de rien, quoi. Je sais pas comment avoir des clients, donc c'est là où en fait je contacte une sorte de plateforme téléphonique qui fait de la voyance, qui me recrute entre guillemets pour pouvoir répondre à des appels téléphoniques. Je me dis d'où je pars, j'ai pas de clients, comment je fais? Et c'est là où je me suis trouvé donc mon fameux pseudonyme de Céline Stella.
Et donc ça commence comme ça, et puis les choses démarrent tranquillement à leur rythme. Mais en parallèle, je suis toujours continue en crédit. Donc je ménage la chèvre et le chou, parce bien que sûr. mes revenus venaient quand même principalement de l'activité de Et puis courtage. la transformation, enfin le changement, c'est abyssal quand même. Exactement, exactement. Et au bout de 6 mois, me vient une idée faramineuse. Je dis à mes guides, mais puisque ça marche de prendre les appels de voyance et de faire du courtage quand même en parallèle, pourquoi je ne ferais pas les deux? Ah, ça leur a pas plu. Ça leur a pas plu du tout. Et là, c'est là où je vous dis que quand c'est votre chemin, c'est votre chemin. Il faut savoir qu'une banque, quand elle vous écrit un accord, je peux vous dire qu'elle a épluché le dossier en long, en large, en travers, qu'elle vous dit pas c'est oui, si c'est pas oui à 100%. Et là, première chose de ma vie, j'ai un refus postérieur après un accord d'une banque qui revient sur son accord et qui me dit finalement non, ce dossier on ne veut pas le faire. Jamais de ma vie, mais jamais de ma vie j'ai vu ça. Et un deuxième, puis un troisième. Et là, j'ai pris peur. Je me suis dit, ils sont en train de me couler ma boîte. Et donc, ils veulent que j'accélère de l'autre côté. Et ce qui est tout à fait cohérent. Enfin, je me dis aujourd'hui, mais comment tu as pu avoir cette idée? Parce que c'est deux énergies tellement différentes. C'est deux parcours tellement... Enfin, c'est des grands écarts, quoi. C'est deux choses donc, vous très, accumulez très les refus? Sur des accords. Sur des accords. Oui, sur des accords. C'est même pas des refus. C'est des changements de position, ce qui n'arrive jamais. Jamais, jamais j'ai vu ça. Donc, les refus arrivent et là, j'ai compris. J'ai fait, OK, vous êtes en train de vous voulez me couler ma boîte. Et en effet, 6 mois après, j'étais coulée. Donc, et donc, j'ai à partir de ce moment-là compris qu'il fallait que j'accélère les choses, que je me mette officiellement, je m'affiche. Ce qui n'était pas le cas, parce qu'avant, je faisais que du téléphone, donc je n'avais pas de cabinet, j'avais rien. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, ils sont en train de te mettre sur le devant de la scène, là, il faut que tu avances, quoi. Et donc, j'y suis allée, mais encore une fois... Donc, vous avez accepté j'ai accepté cette mission, aller, quoi, qui était... Pour mon plus grand bonheur aujourd'hui, parce que aujourd'hui, je me dis, mais quel bonheur d'avoir pu faire tout ça et d'en être là et de partager tout ça, mais quel parcours. Oui. Alors, vous dites, on a bien compris, c'est ce genre de tranche de vie, moi, que j'aime, où je me dis que il y a évidemment ce destin qui fait qu'à un moment donné, on vous pousse quand même à aller à prendre ce chemin et à prendre cette voie-là. Ensuite, il faut l'accepter. Ensuite, il faut mettre en place. Et c'est là où ça peut paraître assez fou. D'abord, est-ce que, au travers de vos enfants, votre mari, on vous suit? J'ai la chance, alors mes enfants, comme je vous l'ai dit, ils sont déjà connectés, eux, donc c'est quelque chose de très naturel pour eux. J'ai la chance d'avoir un mari où on a eu des parcours très similaires et parallèles, en fait. Donc, quand on était cartésiens, on a été hyper cartésiens tous les deux. 2 jobs hyper cartésiens tous les deux. Et quand j'ai commencé à évoluer dans ça, mon mari qui a aussi des capacités dans d'autres choses, il s'y est mis aussi. S'y est mis aussi. Donc finalement, tous les deux, on a évolué en parallèle et dans les mêmes choses. Alors je voudrais qu'on revienne sur l'étoile Sirius. Je sais pas où est l'étoile. Alors c'est dans la constellation du Grand Chien, qui est juste à côté de la constellation d'Orion. En fait. Voilà, juste à côté de la constellation d'Orion. Voilà. Cette étoile. Est-ce que d'ailleurs on peut la voir comme ça? Ah oui, tout à fait, oui, on la voit très bien. Oui. C'est faut savoir que Sirius, c'est je sais plus combien de fois notre Soleil. Donc, alors elle est plus loin, donc elle n'a pas la même dimension, mais c'est une étoile que vous voyez vraiment briller fortement dans le ciel. Oui. Donc, si vous savez, sur les téléphones, il y a des applications où on peut voir les constellations. Donc, il suffit de télécharger ça, vous la cherchez. Et puis... Alors, justement, Sirius. Pourquoi est-ce que vous avez cette relation si particulière avec Sirius, cette étoile? Cette étoile, donc, elle est vraiment en lien aussi avec le lien que j'ai sur l'Égypte. Il faut savoir que Sirius annonçait pour les Égyptiens, là je parle de l'Égypte antique, il y a environ 5000 ans, l'arrivée de la crue du Nil. Et la crue du Nil, pour les Égyptiens, c'était ce qui était primordial pour... c'est un désert, l'Égypte, quand on la voit. Donc, c'est ce qui permettait, en fait, de faire... d'irriguer et puis d'avoir des récoltes prospères. Et toute la prospérité de l'Égypte tenait là-dessus. Donc, c'était le moment du lever héliaque, c'est-à-dire le moment où Sirius apparaissait le matin dans le ciel. On savait que la crue allait avoir lieu à ce moment-là. Et c'est une étoile qui a même été déifiée, puisque c'est l'étoile Sotis, la déesse Sotis dans le panthéon égyptien, qui donc a cette importance pour les Égyptiens. C'est vraiment une étoile primordiale pour eux, en fait. Et ça,
Je ne le savais pas du tout, moi, quand j'étais petite, mais voilà, les Pléiades et Sirius, c'était quelque chose qui me fascinait quand j'étais enfant. Donc, je l'ai appris finalement bien plus tard, après. Mais ce lien, et là aussi, après, on n'y croit pas, mais je vous disais, parfois, ça m'aide à prendre du recul quand je regarde le ciel. Mais il y a pas longtemps, j'étais pas dans un bon mood, je regardais le ciel elle était vraiment à l'aplomb, elle était au-dessus de moi, mais et j'ai vraiment eu comme message: «Mais tu pas que ça, tu pas ton problème, en fait, tu pas» et c'était vraiment, pour moi, c'était son message à elle, je me suis sentie hyper bien et vraiment hyper détachée en une seconde, hein, ça a été, alors que je me prenais la tête 2 secondes avant. J'ai eu ce message, j'ai eu vraiment cette sensation de lâcher prise, de me dire: «Waouh, mais tellement». Donc voilà, c'est le genre de relation que j'ai avec les étoiles, alors pas toutes, bien C'est fou sûr, à quel point mais elle vous réconforte, hein. ouais. Et puis sur mon thème, pour revenir à l'aspect de l'astrologie, il faut savoir que Sirius est sur mon nœud sud et le nœud sud, c'est de là d'où on vient, en fait, techniquement, karmiquement, c'est là d'où on vient. Donc il y a vraiment aussi une sorte de trace, en fait, sur mon thème, elle est bien en lien avec moi, en fait, tout simplement. Alors vous avez alors évidemment, vous avez suivi des cursus, là, parce que l'astrologie, pour le coup, ça s'apprend, Oui. très clairement. Et vous parlez donc d'astrologie classique, horaire et médicale? Oui. C'est quoi ça? En fait, bah, il y a différents types d'astrologie. Bon, il y a l'astrologie classique que vous connaissez, Ouais. j'imagine. L'astrologie horaire, c'est pour questionner, c'est pour ça que je disais que la voyance peut aussi se substituer par rapport à l'astrologie. Vous avez une question, peu importe, et en fait, vous prenez le thème horaire du moment, de l'instant où vous êtes, et cetera, et vous posez la question et en fait, c'est le thème que vous avez à l'instant T qui va répondre à la question. Donc et alors, pour le coup, c'est du 100. Ça marche pour moi à 100. C'est assez ouais, c'est assez incroyable. Alors Par déjà contre, vous pouvez poser qu'une question parce que ouais. comme vous n'aurez qu'un thème à l'instant T, vous pouvez pas en poser 15 quoi, mais c'est assez ouais, c'est assez formidable ce qu'on obtient C'est là-dessus. fort de dire 100 hein. Ouais, moi c'est 100 pour moi, hein, je parle que de moi, hein, Mmh. mais toutes les questions que je me suis posées par rapport à quand j'ai fait de l'astrologie horaire, heu, tout a été juste à chaque fois. Alors, redites-moi comment ça fonctionne l'astrologie horaire? Vous posez une question, par exemple, est-ce que, je sais pas, telle, entreprise va enfin, est-ce que tel projet va se être Concrétisé? voilà, se concrétiser, par exemple? Alors il y a des petites exceptions à respecter, donc selon, si, la lune, ce qu'on appelle les vides de course, et cetera. Là, il y a quelques règles. Si vous tombez dans ces règles-là, ça ne peut pas répondre à la question. C'est que soit OK. c'est pas le bon moment, soit c'est nul et non avenu, soit voilà. Mais si vous êtes hors de ces problématiques-là, vous analysez le thème et vous avez la réponse à la question, mais je vous dis, hyper juste. Voire même, encore mieux, elle peut recentrer la question parce qu'en fait, parfois on pose une question et en fait, il y a une question sous-jacente Mmh. et ben, dans le thème horaire, on voit en fait quelle est la vraie question. Donc si quelqu'un vous pose la question, est-ce que, je vais, je sais pas, me mettre en couple avec un tel? Mais en Mmh. fait, peut-être que derrière, vous allez voir dans la question enfin, dans le thème horaire que cette personne est plutôt en insécurité, qu'elle a besoin de se mettre en couple avec un tel ou un autre. Ce qui compte, ce serait qu'elle se mette en Ouais, c'est couple pour ça. se sécuriser D'accord. et que finalement, bah, est-ce que la problématique, c'est pas plutôt ça? Donc ça veut dire que les gens qui vous consultent, ils peuvent vous dire: «Mais moi je veux un thème horaire?» Oui, ils peuvent. Alors, maintenant, il y a qu'une question, donc ça Oui, peut oui. être assez rapide. Après, Oui. on peut passer une séance entière sur ça, hein, c'est vrai. Mais, c'est je trouve très, très, très parlant et très, justement, enfin, on va vraiment chercher ce qui est, Ouais. propre, à la vraie question qui est posée et L'astrologie médicale? alors l'astrologie médicale, elle fait référence en fait, il faut savoir que chaque signe, correspond à une partie du corps. Donc par exemple, le bélier, c'est la tête, le lion, c'est le cœur, enfin voilà, les poissons, c'est les pieds, Le cancer? et le cancer, c'est tout ce qui est lié à l'estomac, le foie, les viscères, voilà, et cetera. Oui, voilà et donc en fonction de ce que l'on cherche à savoir, parce que c'est pas parce que vous êtes un cancer, ascendant machin, que vous allez forcément avoir des problématiques à ça. Mmh. C'est que, on va du coup rechercher dans le thème natal cette fois-ci, soit des prédispositions à des maladies ou à des faiblesses ou des choses comme ça, ou par rapport au transit, voir s'il y a quelque chose qui peut être affecté en lien avec, une faiblesse potentielle. Mmh. C'est vraiment parlant ça aussi. Et à quel moment,
lorsque vous travaillez, lorsqu'on vous consulte, la médiumnité prend le dessus sur l'astrologie et réciproquement? Je dirais pas qu'elle prend le dessus, elle est complémentaire. Elle est complémentaire. Ouais, J'allais vous poser elle la est question si c'était une complémentaire. vraie valeur ajoutée Absolument. à votre travail. C'est pour moi justement une valeur ajoutée. Alors c'est intéressant que vous posiez cette question parce que parfois les astrologues ont tendance à faire cette scission entre, je vous dis, médiumnité parce qu'on malgré tout, moi je trouve que les astrologues sont plutôt bien lotis par rapport aux médiums. Hein. Je trouve quand même que nous on porte quand même souvent la charge de charlatan, etc. Enfin, moi, j'entends souvent ça sur la médiumnité, malheureusement, hein, parce qu'il y a de tout, bien Ça évidemment, existe. bien sûr. Il y a Bien sûr du qu'il y en a, mais charlatanisme. bien sûr, Bien sûr. mais comme chez les garagistes, comme Bien chez sûr, les bien sûr, banquiers, bien sûr. comme Comme chez les avocats, comme chez les médecins, et comme chez exactement. tout le monde. Absolument. Donc, voilà, on n'est pas les seuls à porter ce fardeau-là. Mais du coup, c'est amusant parce que j'ai entendu plein d'astrologues dire ah mais pourtant mon intuition m'a dit que hein, je rigole parce qu'en fait tu peux pas avouer forcément que tu as toi aussi des ressentis. C'est drôle que vous disiez ça, pardon, Céline, mais c'est drôle que vous disiez ça parce que de temps en temps je reçois évidemment des gens ici et ils me parlent de leur intuition. Alors moi je leur dis mais c'est quoi une intuition plus? Et alors donc là il y a un petit regard qui suit avec un petit sourire et cette intuition plus c'est clairement de la médiumnité. Oui, bien sûr. Voilà, c'est tout. En fait, c'est ça la médiumnité tout de même. Hein. C'est un développement de son intuition, tout simplement. Soit il y en a qui restent juste au stade de l'intuition, puis il y en a qui ont plus d'intuition que d'autres. Évidemment, en fonction de la manière dont elle se met en place, oui, c'est de la médiumnité. Et donc, de par votre clientèle, oui. c'est un plus que d'être médium quand on est astrologue? Moi, je trouve que c'est un plus, parce qu'évidemment, vous avez deux outils qui se complètent, tout simplement. Moi, par exemple, quand je regarde un thème, et là je suis sûre que c'est ma médiumnité, j'ai vraiment l'impression d'avoir des parties du thème qui s'éclairent selon la question qu'on va me poser. Ou alors quand je regarde un thème global où il n'y a pas de question particulière, c'est vraiment mon regard est attiré par des choses particulières et ça je sais que c'est mon intuition qui m'y amène en fait. Pour moi un thème natal de toute manière c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'en fait même si on a l'impression que sur le papier c'est quelque chose de très plat. Dans ma représentation personnelle, le thème natal, c'est quelque chose qui est toujours en évolution, toujours comme un être protéiforme. Je sais que c'est bizarre à dire comme ça, mais mon prof d'astrologie, un jour m'avait dit « j'ai mis 20 ans à voir ma lune ». Alors, c'est bizarre à dire ça, mais quand, en effet, on voit nos planètes sur notre thème natal, mais on n'est pas forcément en connexion avec le message ou ce que cette planète à cet endroit veut nous énoncer. Et tout d'un coup, parce qu'il y a une question particulière, parce qu'il y a un contexte particulier, tout d'un coup, ça va nous sauter à la figure, alors qu'on l'a vu depuis des années, on sait que c'est là, et tout d'un coup, on va comprendre qu'en fait, cette question, elle est en lien avec cette problématique ou cette position particulière. Et c'est pour ça que je dis que c'est protéiforme, parce que c'est pas forcément, on lit pas un thème tout d'un coup, en fait. C'est quelque chose qui se révèle, pour moi, au fur et à mesure. Et c'est comme s'il y avait des couches aussi. Tout d'un coup, on a une compréhension de quelque chose qui peut être un peu basique, et puis tout d'un coup, on va, en fonction d'une recherche qu'on va faire sur le thème, tout d'un coup, comprendre qu'il y a quelque chose là-dessous. Enfin, alors que extraordinaire. Alors que le schéma du thème en lui-même, il bouge pas. Le schéma ne bouge pas. Ah ben non, le thème natal, c'est la photographie de votre ciel le jour de votre naissance. Donc ça reviendra pas en arrière. Donc ça ne bouge pas. Mais la lecture évolue. Mais la lecture peut, en permanence. Moi, je mets au défi n'importe quel astrologue de me dire qu'il connaît son thème par cœur. Parce qu'il y a plein de choses qui, tout d'un coup, prennent sens en fonction de votre connaissance, de votre expérience, de votre éveil, de votre évolution. Mais ça veut dire que l'analyse de l'astrologue sur un thème astral, vous pouvez consulter ce même astrologue 2 ans plus tard avec le même thème. Il peut vous donner des informations autres? Oui, parce que vous pouvez avoir un questionnement autre. C'est mon cas. Alors, je trouve qu'on n'est jamais bon pour soi-même. Donc, quand j'ai des questionnements pour moi, je fais rarement ma propre analyse. Mais j'ai eu par exemple, avec la personne à qui je me suis formée, moi, en astrologie, on a vu mon thème à maintes et maintes reprises, ne serait-ce que pendant nos séances de formation. Donc, les thèmes sont vus et revus. Et pourtant, quand on fait des séances ensemble, tout d'un coup, si j'évoque une problématique, tout d'un coup, d'ailleurs, c'était marrant parce qu'à un moment, tous les deux, on a fait le même flash au même moment d'un truc qui nous a sauté aux yeux, alors que c'était déjà là. Mais ça a été, lui comme moi, un truc qui nous a fait « mais oui, bien sûr, c'est ça ». Donc oui,
Comme si, encore une fois, il y avait des éléments de conscience qui ne se révèlent qu'à un moment donné. Comme si vous pouviez aujourd'hui les recevoir et pas avant. Parce que vous êtes prête. Voilà, c'est ça, exactement. Et je pense que c'est exactement comme un jardin. Voilà, il y a des fleurs qui vont prendre du temps pour émerger de la terre, et puis certaines qui vont être beaucoup plus rapides. Donc le jardin, vous avez votre vision du jardin, et pourtant, il est en constante évolution, parce que l'herbe pousse, parce que les fleurs poussent, parce que les saisons aussi influent là-dessus, enfin voilà. Et pour moi, le thème a cette fonction-là. Voilà, c'est d'être toujours... et puis et c'est ça que j'adore en astrologie, c'est que c'est sans fin. Moi, je pense qu'on ne peut jamais dire qu'on sait tout sur l'astrologie, jamais. Ça, c'est pas possible. Alors, quand vous le faites pour des particuliers, j'imagine qu'effectivement, tout ça, il y a des choses extrêmement précises que vous pouvez révéler. Est-ce que vous le faites à une échelle d'un pays, à une échelle Non. à une échelle de la planète? Non, vous faites pas ça? l'astrologie mondiale, je fais pas. Non, je fais pas. Non, en fait, l'astrologie que je pratique la plus, c'est ce qu'on appelle l'humaniste, en fait, qui est beaucoup plus psychologique, qui permet de mieux se comprendre, de mieux comprendre ses défis, comprendre ce qui nous amène à être ici. Donc l'astrologie mondiale, c'est carrément autre chose. C'est vraiment faire des prédictions sur des pays. Alors je m'amuse des fois à en faire pour moi, ou des choses comme ça, mais jamais sur un. Non. Puis, voilà, j'ai des idées de tendance, mais parce que ça, c'est quand même. Moi, à chaque fois, je me pose la question. Je me dis, ça va être fantastique d'aller chercher. D'aller analyser la situation sur, je sais pas, les conflits géopolitiques, sur des situations... C'est certain, c'est fascinant d'avoir des réponses à ça. Je me suis amusée à le faire au moment des éclipses, là, au moment du printemps, puisque c'est à ce moment-là que des éclipses au printemps et puis au mois d'octobre, enfin autour de l'automne, qui ont été assez majeures à ce moment-là. Donc c'est vrai que j'avais fait des prédictions qui ont l'air de commencer malheureusement à se révéler, parce que c'est pas forcément des prédictions très très drôles, donc voilà, mais qui j'imagine, on verra la suite, hein, mais voilà, il y avait quand même des choses, bon, je n'ai pas été la seule à le dire de toute manière, il y avait plein d'astrologues aussi qui ont vu les mêmes choses, mais c'est vrai que j'aime bien analyser, oui, le parcours de la fameuse dernière éclipse en question, là, elle avait lieu à cheval entre les États-Unis et le Mexique, donc quelque part pouvait toucher les États-Unis, et je pense qu'il va se passer des choses à travers ça, mais on verra. Je joue pas à Madame Irma sur ce coup-là. Mais comment ça, des choses aux États-Unis? J'y vois des choses, des problématiques, des conflits potentiels, des problématiques liées aux États-Unis, parce que je pense que ça peut démarrer aux États-Unis et avoir des répercussions après sur tout le reste du globe, et notamment l'Europe, mais après, je me suis demandé, puisqu'il y a quand même eu la tentative d'assassinat de Trump, si c'était pas ça aussi, parce qu'il y avait clairement cette notion quand même de quelque chose qui pouvait être en lien avec un conflit. Donc, est-ce que c'était ça l'événement? Est-ce qu'il y a eu d'autres choses? Parce que le problème, c'est que vous prédestinez des choses, mais là, du coup, c'est des supputations que vous faites. Vous n'êtes pas certain, tant que c'est pas avéré, que ça soit. C'est vraiment le principe de l'oracle. Mais il y a beaucoup de gens. Là aussi, encore une fois, des thérapeutes, des accompagnants de vie, des chamans qu'on reçoit sur ce plateau, et beaucoup nous disent qu'il y a une prise de conscience, d'éveil des consciences, que les nouvelles générations sont dans une autre dynamique, avec encore une fois une prise de conscience spécifique, et donc du mieux. Est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que l'astrologie, telle que vous la pratiquez, vous l'étudiez, vous laisse entrevoir qu'on peut être optimiste? Alors, si on parle d'éveil, de personnes qui s'ouvrent, etc., je pense que, bien sûr qu'il y a de plus en plus de gens qui sont sensibles à tout ça. Donc, ça, c'est une bonne chose en soi. Optimiste sur les événements à venir, non. Pour être très honnête, je ne le suis pas. Et puis ça, je ne le suis pas depuis un moment. Parce qu'au moment du Covid, en 2020, là, c'était pas en astrologie, je l'avais fait en médiumnité. M'a été donné vraiment tout un schéma, et pour moi, le moment le plus compliqué sera 2025. Donc voilà, je pense que malheureusement, on n'a pas encore tout vécu et qu'on n'a pas encore touché le fond. Ah ouais, on touche le fond en 2025. Ouais, pour moi, on touche le fond en 2025, et après, on remonte progressivement jusqu'en 2030. Mais j'avais eu tout un schéma de 2020 à 2030 où, en gros, vraiment, voilà, ça dégringolait.
Et donc pour moi, le pire n'est pas encore arrivé sur le plan social, sur le plan économique. Voilà, je pense qu'on va au-devant de choses complexes. Ce qui est peut-être paradoxalement justement ce qui éveille les gens, de s'apercevoir qu'en fait, ce monde ne fonctionne plus et que il y a en effet toute une partie, je pense, qui commence à comprendre que le point de vue matérialiste, l'économie à outrance, enfin le principe de surenchère permanente, de toujours plus n'est plus valable. Enfin, il y a tout ce fonctionnement aussi. Après, comme je fais des formations, ça fait longtemps que je vois des gens s'ouvrir à ça. Le bémol que je mets par rapport à l'éveil de tout ça, c'est que beaucoup ne savent pas quoi en faire ou font n'importe quoi aussi, de mon point de vue, bien sûr. Donc, c'est certes un bel outil qui s'ouvre à plein de gens, mais qui, comme tout, hein, s'éduque, s'apprend et se met en place. Voilà. C'est sûr. Donc, c'est sûr. Voilà. Est-ce qu'il y a une influence au travers de votre personnalité, de votre histoire, lorsque vous travaillez en astrologie? Est-ce que votre personnalité peut influencer vos ressentis et vos perceptions? Parce que vous êtes comme ci, ou parce que vous êtes comme ça, ou parce que votre parcours de vie a été signé de cette manière-là? Je pense qu'on est toujours en cohérence par rapport aux expériences que l'on a. Je pense qu'en effet, déjà, de mon point de vue, une vérité unique n'existe pas. Donc, il n'y a qu'une vérité qui est individuelle en fonction de ce que l'on est devenu, son expérience personnelle, etc. Et je pense que par contre, il y a une cohérence entre les expériences que je vis ou les personnes que je rencontre et les parcours de ces personnes-là ou de mes propres expériences par rapport à... Donc, il y a forcément quelque chose qui se retrouve et qui se rejoint. Maintenant, je pense que c'est le cas pour plein de monde, en fait. Voilà. C'est, je pense qu'on est amené à vivre les expériences que l'on doit, en fait, tout simplement. Et en tout cas, vos guides sont contents, maintenant? Alors, ils vous le font savoir ou pas? Oui. Alors moi, j'ai des guides que j'adore. En plus, c'est des guides qui sont hyper drôles. Moi, de toute manière, je travaille que dans l'humour. Moi, je fais les choses sérieusement, mais avec humour. Voilà. Parce que je trouve que tout ça, c'est apprendre toujours avec du recul. Un peu de recul. Voilà, exactement. Bien sûr, quoi qu'on vive, quoi qu'on fasse, je n'aime pas du tout le fait de se prendre au sérieux dans tout ça. Alors, comme je viens de le dire, faire les choses sérieusement, c'est important, mais ne pas se prendre au sérieux, c'est très important aussi. Donc ils vous font savoir que vous êtes sur la bonne voie, que vous êtes sur le bon chemin. En fait, j'adore me marrer avec eux. Moi, j'ai vraiment des guides qui me font rire. Je pense que j'ai des truglions en tant que guide. Et d'ailleurs, je me marre aussi parce que je les appelle en parallèle de ça. On faisait l'entrée sur la notion tout à l'heure de mise en bouche. Je les appelle mes guides Michelin parce qu'ils m'orientent sur tous les meilleurs restos. Moi, quand on part quelque part, je dis, allez, hop, tu tournes à droite, tu tournes à gauche, et puis on trouve un resto, et c'est un resto, mais extraordinaire. Voilà. Donc, je me marre, parce que je les appelle mes guides Michelin, ça fait marrer mon mari aussi. Oui, mes guides, je pense, sont contents si je fais ce que j'ai à faire. J'imagine que je fais de mon mieux pour le faire, en tout cas, voilà, mais, j'imagine que je fais sûrement des erreurs comme tout le monde aussi, donc, voilà, mais, après, je le paye si je fais des bêtises ou des erreurs. En tout cas, on peut vous consulter parce que j'ai vu que vous aviez aussi une chaîne YouTube. Oui, tout à fait. On peut vous consulter. Vous avez le site celunestella.com. C'est ça. Voilà. Astrologie, médiumnité, rallumeuse d'étoiles. Ah oui, parce que ça, j'ai toujours... à l'école, enfin, je crois que c'était au collège, il me semble, où j'ai étudié le pont Mirabeau de Guillaume Apollinaire, voilà, et ce fameux « il est grand temps de rallumer les étoiles » m'a habité parce que je trouvais que cette phrase était magnifique. Elle a été écrite en grand dans mon cabinet à un moment, et du coup, ça a été pour moi une évidence de me dire que je suis une rallumeuse d'étoiles parce que c'est ça l'idée en fait. Tout ce que je fais et mon but n'est que ça, c'est-à-dire de rallumer des étoiles. Moi, j'ai l'habitude de dire, je ne guéris pas, je ne prends pas le lead de quoi que ce soit. Je suis toujours là pour montrer à quelqu'un sa propre lumière, comment il peut trouver son propre chemin. Moi, je serais une très mauvaise gourou parce que je ne veux pas d'apôtres autour de moi. Moi, je veux au contraire que des gens autonomes qui trouvent leur propre chemin. Et ça a toujours été ma fonction et ma manière de voir les choses. Donc, l'idée, c'est ça, c'est que chacun trouve où est sa lumière et sa propre étoile, en fait. Puisqu'on dit qu'on a tous une bonne étoile au-dessus de la tête. Donc,
c'est comme ça que je vois les choses. En tout cas, merci de faire briller tout cela. Merci de nous permettre aussi d'avoir des réponses à toutes ces questions existentielles que l'on se pose. Peut-être aussi de susciter des vocations. Exactement. Vous formez? Oui, je forme tout à fait. Alors, je forme de 2 manières, justement. J'ai 2 types de formation. Maintenant, je ne forme que sur du long terme parce que par l'expérience que j'ai acquise pendant toutes ces années, je me suis aperçue que les gens qui se formaient sur des week-ends, par exemple, soit avaient du mal à pratiquer parce qu'ils n'avaient pas forcément les bases ou le nécessaire requis. Ça semble logique. Hein. Oui, ça me semble assez cohérent aussi dans le principe. Et donc, une des formations que je propose, ça s'appelle le Cercle des Initiés, l'idée c'est, on part de zéro. Voilà. On a des ressentis quand même, on a quand même un truc qui réagit à l'intérieur de soi, mais on ne sait pas du tout comment s'en servir, on ne sait pas du tout comment ça marche, ou alors on sait un peu, mais il y a un autre domaine, on ne sait pas trop. Moi, je mets vraiment à disposition à la fois mon savoir et mon expérience, parce que je ne parle que de ce que je fais, de ce que la connaissance livresque, pour moi, vous pouvez me dire que vous savez très bien faire du vélo si vous n'en avez jamais fait. J'estime que vous ne savez pas faire du vélo, même si vous avez dans tous les détails comment on doit faire du vélo. Et ben, tout ce que je transmets, ce n'est que de l'expérience personnelle. Ce n'est que ce que j'ai, moi, peut-être mis des années à acquérir d'ailleurs, puisque maintenant j'ai mon âge, 26 ans derrière moi, de connaissances et d'acquisition de ma médiumnité. Donc, forcément, certaines choses ont pris beaucoup de temps pour moi à se mettre en place. Et il y a des fois où j'aurais bien aimé être guidée, j'aurais bien aimé qu'on me dise, ah bah tiens, ce que tu vis là, c'est ça. Enfin, et parfois avoir des réponses. Et le condensé de ce que moi je propose dans cette formation-là, c'est vraiment, on part de zéro. Et on y va progressivement, on monte en puissance et puis on apprend et on pratique. Parce que sans pratique, c'est pareil. Je pense que c'est le maître mot de tout, de toute façon. Évidemment, évidemment. On va vous mettre... oui, pardon. Ça, c'était le Cercle des Initiés et évidemment, la partie astrologie que j'initie aussi. Donc voilà, et tout ça commence au 15 septembre. Bah, autour du 15 septembre. Autour du 15 septembre. On va mettre 15 septembre 2024, parce que si vous regardez ça en 2025, voilà, mais ce sera toujours d'actualité. Par contre, il y a des sessions qui démarreront tous les ans autour du mi-septembre. Bien sûr. Merci infiniment, Céline, merci beaucoup. Avec joie. Bon retour, parce que j'imagine que vous êtes impatiente de repartir dans votre île. Mais je suis contente d'être à Paris là, pour quelques jours, mais oui, bien sûr, il me tarde. J'imagine. Oui. Et de retrouver mon ciel étoilé. Votre parce ciel que étoilé. Finalement, c'est difficile de le voir. Il est si différent que ça quand on est là-bas? En fait, j'ai la chance d'avoir une terrasse sur la mer. Donc, en fait, j'ai quasiment, peut-être pas 360, mais peut-être un 240 degrés d'ouverture devant moi, sans rien, sans problème lumineux non plus, parce que la mer, il n'y a pas de réflexion particulière. Et ça donne une vision incroyable de pouvoir voir ça tous les soirs. Parce que je suis dans un hamac à regarder le ciel, moi, voilà. Et ça n'a pas de prix. Ça, je reviendrai pas en métropole pour vivre ça. Merci beaucoup, Céline, merci. Avec joie. Merci, on va vous mettre autour de la vidéo et autour de l'émission tous les liens pour que vous puissiez rentrer en contact avec Céline. On vous mettra aussi les liens de sa chaîne YouTube, et puis vous commentez, vous partagez, comme toujours, avec bienveillance, hein, c'est important. Mais votre avis est essentiel. Et puis, pensez à vous abonner aussi, on vous met des programmes gratuit à disposition. C'est justement pour que vous puissiez nous dire ce que vous en pensez, que vous commentiez, et puis que vous soyez là avec vos abonnements. Merci infiniment, bon retour. Merci. Et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut.